Seigneur des Agneaux. Le Seigneur des Agneaux, le Hobbit, voilà. On est bien. Mais du coup, une question qui est beaucoup revenue, qui revient souvent, c'est comment on fait pour faire du doublage? Bonjour. Pour faire du doublage, il faut être comédien. Il faut avoir fait des études de théâtre, il faut avoir un parcours, un cursus. Et une fois qu'on a, parce qu'il ne s'agit pas juste de lire un texte, il faut le jouer, il faut l'interpréter. Et pour ça, il faut avoir une formation de comédien. Donc une école de théâtre, des stages, apprendre à jouer un texte et l'interpréter. Et après, une fois qu'on a ce bagage en poche, on peut se permettre d'aller démarcher des studios de doublage, si c'est ce qu'on veut faire, ou tenter la caméra ou la scène. Voilà. C'est comme tout métier, il y a une formation et ça s'apprend. Et du coup, tu parlais d'aller démarcher dans les studios, donc comment ça se passe pour faire du doublage? Est-ce que comme pour la télévision, tu as un agent qui va t'envoyer des castings, qui va t'inscrire? Ou est-ce qu'on se dit que toi, tu as la porte un peu comme de Pôle emploi et tu dis, oh, c'est bon, on travaille. Comment ça se passe? Non, alors, en doublage, on n'a pas d'agent. C'est plus du bouche à oreille. Ça va, il faut bien. C'est plus du bouche à oreille qu'autre chose, ça fonctionne avec. Voilà, il faut assister, il faut essayer de venir voir comment ça se passe, demander aux directeurs artistiques si on peut venir regarder, si on nous fait passer un essai, c'est-à-dire qu'on nous essaye sur une scène. Ça fait un peu office de casting, et c'est comme ça que ça se passe. Et ça peut prendre du temps, parce que maintenant il y a beaucoup de gens qui veulent faire du doublage, et il y a beaucoup de monde à la porte. Mais du coup, toi qui as fait différents projets, quand je parle de projets, ça va être des films, des séries, des dessins animés, des jeux vidéo, est-ce qu'il y a des similitudes dans le doublage ou est-ce qu'il y a des difficultés particulières à un projet, genre par exemple, je sais que tu m'avais dit dans le jeu vidéo, parfois tu n'as pas de visuel, tu n'as que les phrases. Est-ce que c'est spécifique au jeu vidéo ou il y a des difficultés à peu près dans tous les types de projets? Tous les types sont un peu différents. Le jeu vidéo, il y a très peu d'images, voire pas du tout. Il y a même des jeux vidéo où je ne savais pas quel thème avait mon personnage. On m'a juste montré un dessin, on a dit voilà, il ressemble à peu près à ça. C'est pas définitif. D'accord. Heureusement pour Fallen Order, pour Calquestis, je savais quel était là, je savais qui était le comédien. Donc là, je n'étais pas vraiment dans le noir. Et puis, je savais que c'était Star Wars. Pour mon plus grand plaisir d'ailleurs, parce que je suis fan aussi. Et voilà. Après, il y a plein de projets différents. Les séries et les films, c'est à peu près la même chose. On a une image, l'image avec la bande rythme qui passe en dessous. Il faut lire le texte quand il passe. Il faut le jouer. Pour les séries et les films, c'est à peu près la même chose. Pour les films, certains films comme les gros films les Marvel, les Star Wars, ou là, en général, on n'a pas toute l'image, on a juste la tête du comédien. Et c'est très difficile parce que tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire avec son corps. Donc, c'est pour des raisons de confidentialité, il ne montre pas, il montre juste la tête. Pour les séries, c'est plus tranquille, mais pour les séries, on a moins de temps que pour enregistrer un film. Les films, on a plus de temps. Après, il y a les voice-overs, les voix off qu'on entend sur les documentaires. Bon, là, en plus, c'est plus tranquille parce qu'en fait, on n'a pas vraiment à être calé sur ce que dit le comédien ou l'intervenant. On parle à peu près quand il parle, on finit à peu près quand il finit. Et il y a aussi les livres audio. Les livres audio, là, on est tout seul dans une cabine avec un livre à lire pendant des jours et des jours et des jours et des jours et des jours. Et quand le livre fait 558 pages, c'est assez long. Donc toi, tu n'aimerais pas du tout faire les livres audio, genre Seigneur des Anneaux ou... Et les Seigneur des Anneaux, Star Wars, Dune, voilà, là tu me prends par les sentiments. Oui, là je pourrais le faire. Mais quand c'est un livre pas très intéressant comme la romance de l'été avec John qui est amoureux de Samantha et qui ne sait pas si elle va sortir avec Brian, et qu'il y a 450 pages à faire là-dessus, il faut lutter contre le sommeil. On va parler d'un petit sujet quand même peut-être, on va parler de Jedi Fallen Order. Donc du coup, tu parlais de faire un essai de casting.
on t'a appelé déjà pour faire cet essai? Et est-ce que quand tu as fait cet essai, tu savais que c'était Star Wars, c'était un jeu vidéo? Déjà, comment tu savais? Et après, comment on t'a annoncé? Parce que beaucoup de monde dans le village, ils savent que tu aimes Star Wars. Comment ils l'ont annoncé? Alors justement, quand j'ai passé le casting pour doubler Cal Kestis, on m'a pas dit ce que c'était. On m'a juste appelé, on m'a dit j'ai un casting pour toi, c'est pour le rôle principal d'un jeu vidéo, c'est tout. Moi je joue beaucoup aux jeux vidéo, donc je regardais, j'étais au courant des actualités, de ce qui allait sortir, je savais qu'ils allaient sortir un jeu vidéo avec un Padawan qui avait survécu à l'ordre 66. Donc voilà, et je crois que je savais que ça s'appelait Fallen Order, je crois. Mais quand on m'a appelé pour le casting, je ne savais pas. Donc je suis arrivé dans le studio et j'ai dit bon, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Et la directrice artistique m'a dit d'abord, signe la clause de confidentialité et ensuite je te dis ce que c'est. Alors j'ai fait ok, d'accord, on signe, hop, je m'engage à ne rien divulguer, etc. Je signe. Et là, je me souviens, elle me dit bienvenue à bord, je me Padawan. Et là j'ai dit waouh, c'est Jedi Fallen Order. Et j'étais comme et on a donc passé le casting sur 2-3 scènes cinématiques du jeu. C'était des scènes, en fait, c'était des cinématiques, mais elles n'étaient pas terminées. En fait, on voyait juste les comédiens avec la tiraille de motion capture. Et je savais qu'à un moment, il y avait Cameron Monaghan, il avait un objet dans la main et il fait ça. Et j'ai dit, là, il est en train d'éteindre ou d'allumer son sabre. Et en fait, j'avais raison parce que j'ai vu la scène terminée. Et en fait, on a enregistré les 3 scènes. Et elle m'a dit bon, bah écoute, moi, voilà, ça me suffit. Est-ce que tu peux recommencer quelque chose? Est-ce que tu veux. T'es content de ce que tu as fait? Et là, je lui ai dit oui, je vais tout refaire. Elle me dit mais pourquoi? Je lui ai dit parce que si jamais je ne suis pas choisi, au moins j'aurais joué un Jedi pendant 20 minutes dans ma vie. Là, c'était juste 10 minutes. Et d'ailleurs, petite anecdote, j'avais passé c'est parce qu'en fait, c'est la 3e fois que je passais un casting pour Star Wars. J'ai passé, maintenant je peux le dire, j'avais passé le casting pour doubler Kylo Ren. J'ai pas été pris, mais en même temps c'est normal, il a une voix beaucoup plus grave que la mienne, donc j'ai passé le casting pour doubler Solo, dans Solo. Pareil, j'ai tout recommencé, j'ai dit au moins pendant 20 minutes j'aurais été un Solo. J'ai pas été choisi, mais ils ont pris des comédiens formidables, c'est très cool. Et là, pareil, comme c'était la 3e fois, je me suis dit bon, si je suis pas pris, au moins j'aurais joué Cal Kestis pendant quelques minutes. Et ensuite, il était beaucoup plus dur, c'était l'attente. Et pendant 1 mois et demi, j'avais pas de nouvelles. Et je me rappelle très bien, j'étais en train d'enregistrer un autre jeu vidéo, Cyberpunk 2077, pour ceux qui connaissent. Et là, je reçois un texto de la directrice artistique. Déjà, je savais que c'était la réponse, mais je ne savais pas quelle allait être la réponse. Et elle avait dit Adrien, je suis heureux, je sais que tu as beaucoup d'intérêt pour cet univers qui est très cher. Eh bien, je suis heureuse de t'annoncer que tu as été choisi. Et là, j'étais comme un fou. Et le soir, littéralement, avec mes parents, on a ouvert une bouteille de champagne. Parce que les parents savaient, ils m'ont dit tu vas réaliser ton rêve, tu vas doubler un Jedi. Et ensuite, une fois l'effervescence de la victoire, il y a eu la pression. Parce que je me suis dit, mais si je fais du mauvais travail, parce que la communauté des fans de Star Wars, elle peut être très exigeante, j'en suis un, je le sais. Comment ça? Un petit peu beaucoup exigeante, voilà. Et je me suis dit, j'espère que ce que je vais faire va plaire, j'espère que les gens vont aimer mon travail, et aussi qu'ils vont aimer le jeu, mais si le jeu est mauvais, j'y suis pour rien, mais c'est tout un équilibre en fait. Et apparemment, ce que j'ai fait a plu, moi je me suis éclaté et j'étais heureux, et le personnage a plu aussi, et le jeu a marché, donc il y a eu une suite, bien entendu. Voilà, c'était dans mon expérience avec Cal Kestis. Du coup, tu disais que voilà, c'est des geeks, tu as doublé dans Star Wars. Tu as doublé, on va dire, un super-héros dans, on peut le dire, un Black Horloge, on espère qu'il va revenir. Est-ce que tu as un univers qu'en fait tu aurais aimé doubler, ou tu aimerais doubler dans des projets qui peuvent venir? Oh oui. Déjà, il y a Dune. Je suis un fan de Dune. Alors techniquement, j'ai doublé dans Dune. Dans le 2, j'ai une phrase. Je fais un pilote Harkonnen qui dit « Arthur, mon seigneur ». C'est tout.
qui part à Rabat. Mais bon, j'aimerais bien avoir un peu plus quand même. J'aimerais beaucoup doubler dans The Boys. J'adore cette série sur Amazon Prime, qui est absolument géniale. Qu'est-ce qu'il y a comme. J'aimerais beaucoup doubler dans Star Trek. Alors j'ai doublé dans Star Trek Lower Decks, qui est un dessin animé très drôle, mais j'aimerais bien doubler dans une live Star Trek. Bon, j'ai fait un Android dans la série Picard, mais il n'avait pas grand-chose. On va faire un vrai personnage sur le plan d'un vaisseau de la Fédération. Je sais, on a une convention Star Wars, mais bon, j'aime aussi Star Trek, j'aime les deux, même si mon cœur va plus vers Star Wars. Quel univers j'aimerais faire? Il y en a tellement. Là, moi, j'en ai plus qui viennent en tête, mais je sais qu'il y a toujours des. Tous les univers qui, moi, voilà, c'est l'heroic fantasy, la science-fiction, space opéra, les voyages dans le temps, tout ça, c'est ma cam. Du coup, en parlant de voyage dans le temps, de leur culture, le doublage, ça a quand même percé. Je pense qu'on est beaucoup à avoir quand même regardé beaucoup de films, de séries en français, etc. Est-ce que toi, tu as rencontré des voix qui t'ont percé en termes de doublage? Ah oui, j'ai eu l'occasion quand même, parce que ça fait 20 ans que je fais ce métier, j'ai quand même travaillé avec j'ai eu la chance de travailler avec des grands de ce métier. Certains ne sont plus là d'ailleurs. J'ai travaillé une fois avec Patrick Poivet. J'avais 5-6 ans de doublage à mon actif et j'étais au micro avec lui. Il a été adorable, très sympa. Et en plus, j'ai appris par la suite qu'il avait dit à la directrice artistique que c'est qui lui? Il me dit oh, lui c'est un nouveau, Adrien Larmand qui commence et lui il va être bien lui. Je suis wow, Patrick Poivet. J'ai travaillé aussi avec Marc Alphos qui était la voix de Russell Crowe et de tant d'autres. On avait fait un film qui s'appelait Good Morning England. J'ai eu l'occasion, grâce à toi d'ailleurs, de rencontrer, alors j'ai pas travaillé avec lui, mais j'ai rencontré Richard Barbois, qui est quand même aussi l'une des voix qui ont bercé mon enfance. Sinon, oui, j'ai bossé avec Bernard Lameau, qui fait la voix de Michael Keaton et de Kevin Costner, Thierry Deros, qui est la voix de Samuel L. Jackson. J'ai quand même, de par ce métier, j'ai quand même eu la chance d'approcher de voix qui, moi étant un enfant de l'ADF, ont bercé mon enfance. Et c'était un honneur, on se sent tout petit. J'ai travaillé avec Daniel Beretta, qui faisait la voix de Arnold Schwarzenegger. Voilà, et c'est très impressionnant. Après, ce sont des gens qui sont. C'est des gens comme tout le monde, mais voilà, ils ont une aura, ils dégagent quelque chose. Quoi, et quand ils parlent, j'ai juste envie de lui dire dis-moi le potin, quoi, tu peux me dire n'importe quoi. La Bible, le Coran, le Talmud, je m'en fiche, mais tu me dis n'importe quoi, j'adore. Du coup, on parle de doublage. Pour toi, qu'est-ce qui est le plus facile? Est-ce que c'est plus facile de doubler un personnage qui est gentil, doux, ou au contraire, doubler un personnage qui peut être totalement à l'opposé de sa personnalité? Les gentils, c'est mignon, mais c'est un peu chiant. Moi, ce que j'adore dans ce métier, justement, c'est pouvoir interpréter des personnages qui sont complètement à l'opposé de ce que je suis. Et de faire des méchants, des psychopathes, des tarés, c'est ce qu'il y a de plus fun à faire, parce que on peut complètement s'éclater, tu lâches tout ce que tu as sur le micro, limite t'en fais trop, mais c'est quand même, voilà, moi je me suis rarement autant éclaté que, alors, on est d'accord qu'Alpesti c'est un gentil, et je m'éclate à le faire, mais ça c'est un rêve d'enfant. Mais de faire un méchant dans un film, à prendre une voix comme ça, et essayer de faire un peu le psychopathe, c'est tout de suite quelque chose, et c'est beaucoup plus plaisant. Et du coup, dans toute ta carrière de doublage, quel est le rôle qui a été le plus drôle à doubler? Parce qu'on te pose souvent la question de quel est le personnage que tu as aimé le plus doubler. On va changer un petit peu ça, mais quel est le personnage qui a été le plus drôle à doubler et quel est le personnage qui a été le plus difficile? Alors, le personnage le plus drôle que j'ai doublé, j'en ai doublé plusieurs, il y en a deux qui me viennent en tête. Le premier, c'est dans un jeu vidéo qui s'appelle Watch Dogs 2, où je fais un personnage qui s'appelle Wrench. Il est masqué, on voit quasiment jamais son visage, et il est complètement taré, il est fan de pop culture, il fait des références tout le temps, il est assez survolté. Un peu tendance psychopathe, mais un gentil psychopathe. Il dit des gros mots tout le temps, donc ça, je me suis éclaté. Et un autre personnage qui m'a vraiment beaucoup fait rire, alors il n'est pas connu, c'est dans le film Zoolander 2, la suite.
Et c'est un personnage qui est un créateur de mode qui s'appelle Don Atari. Mais je le prendrais comme ça avec des voix comme ça, et j'ai changé de texte. À un moment, je devais dire cet endroit il est nul, et j'ai fait oh, c'est un endroit tout pété, je parle comme ça. Et c'était très très drôle à faire. Le personnage le plus dur, il y en a eu plusieurs, mais il y en avait un qui me vient vraiment en tête, c'était sur la série NCIS Nouvelle-Orléans. Je doublais l'expert scientifique de la brigade, il s'appelait Sébastien Lund, et lui, en fait, il avait toujours des termes médicaux. Donc en fait, quand tu arrives à 9h du matin en studio et que là tu te retrouves à faire, je crois que c'était une crise aiguë de contracture postmondiale de l'abdomen supérieur interne. Tu vois. Et il parlait souvent quand il comme ça, il avait beaucoup de phrases qui parlaient très rapidement avec des césures et des trucs qui arrivaient comme ça directement à 9h du matin. Donc quand tu arrives à 9h du matin et que tu n'as pas encore l'articulation qui est c'était un véritable exercice. Et en général, on faisait des sessions à 9h30, 19h30. Voilà, c'est. Après, bon, on parlait, donc à la fin du mois, t'étais content, mais ça se méritait, hein, Sinon, il y avait un personnage aussi que j'ai bien aimé sur la série, c'est une série Shrinking, je ne sais plus comment elle s'appelle en français, celle avec Harrison Ford, c'est une série qui est sur Apple TV. Voilà, je fais ce comédien qui s'appelle Michael Urie, et pareil, il parle à 200 à l'heure, et je l'ai enregistré avec Virginie Ledieu, qui m'a dirigé, celle qui fait la voix d'Athéna dans Les Chevaliers du Zodiaque ou de Meg Ryan dans tous ses films. Et j'avais pas mal de scènes avec beaucoup de phrases très rapides, et elle m'a dit, tu vois, cette scène-là, il faudra la mettre en extrait sur internet et le montrer aux gens qui pensent que le doublage c'est facile. Parce que vraiment c'était difficile. On a bien rigolé quand même. Voilà. Mais du coup, il faut quand même saluer les traducteurs, les adaptateurs qui font un boulot incroyable parce qu'on ne parle pas beaucoup d'eux, notamment dans les compétences, j'en profite. Mais je voudrais aussi parler des directeurs artistiques, parce que tu as dirigé quelques jeux vidéo. Mais du coup, comment on devient directeur artistique? Parce que pour être comédien, on sait qu'il faut, enfin, pas de doublage, il faut être comédien. Est-ce qu'il y a une école? Est-ce que le directeur artistique choisit lui-même ses comédiens, son équipe technique, ou c'est quelque chose qui est totalement complexe? Alors oui, j'ai dirigé 2-3 jeux vidéo, donc j'étais directeur artistique. Pour certains jeux vidéo, j'avais pas le choix du casting, il était déjà fait, donc en fait moi je me suis juste retrouvé à diriger des comédiens et des comédiennes que je n'avais pas choisis. Alors certains je les connaissais, il n'y avait pas de problème, donc c'était plus compliqué. Voilà, donc il y a eu un peu de friction des fois, mais bon, on s'en est sorti. Et en fait, après j'ai fait aussi d'autres jeux vidéo où là c'était moi qui faisais le casting et je choisissais mes comédiens. En gros, tu choisis pour chaque rôle, tu choisis 3 ou 4 comédiens ou comédiennes, tu leur fais passer un casting, et en fait, une fois qu'ils ont enregistré leur scène, on envoie tout ça au client. Là, le client, je crois que c'était Nintendo. Donc on envoie tout à Nintendo, c'est Nintendo qui nous renvoie sa réponse en disant voilà, pour le rôle tel rôle, on a choisi elle, lui, etc. Et après, le doublage peut commencer. Et pour répondre à ce que tu disais, pour passer de comédien à directeur artistique, c'est en fait, quand on travaille dans le milieu du doublage, quand on est comédien, ensuite il y a le directeur artistique, ensuite il y a les chargés de production en français qui sont eux-mêmes en liaison avec le client américain ou étranger pour qui on double. Donc ce sont les chargés de production qui nous proposent de devenir directeur artistique. Ou alors on peut aller les voir en disant voilà, je suis comédien, j'ai tant d'années de pratique, j'aimerais bien essayer à la direction. Est-ce que vous auriez un projet? Moi, je n'ai pas demandé, c'est eux qui m'ont approché parce qu'ils m'ont dit t'es comédien, t'as fait beaucoup de jeux vidéo, est-ce que tu es gamer aussi, est-ce que ça t'intéresserait de diriger des jeux vidéo? Donc j'en ai fait 3. C'est pas ce que je préfère en termes d'exercice parce que je m'éclate plus à jouer qu'à diriger des gens. Voilà. Après c'est sympa, mais moi je m'éclate plus derrière un micro que derrière un bureau de DA. Donc là, genre, tu ne voudrais pas du tout diriger même un gros jeu vidéo, pas du tout, même une série genre type pop culture. Imaginons, il y a une nouvelle série Star Trek qui sort, ça te dirait pas de la diriger? Je préfère retomber dedans. Mais si je ne peux que la diriger, je vais la diriger. Par contre, si c'est une série Star Trek ou Star Wars, si c'est un univers que j'aime, je vais être un directeur artistique hyper chiant. Je vais leur dire non, ça on prononce comme ça. Moi j'ai dû combattre sur Fallen Order, parce que la DA elle connaissait pas très bien Star Wars,
Et j'ai dû lui expliquer quand même qu'on ne disait pas chasseur T, mais TIE Fighter, ou chasseur TIE dans les anciens. Et j'ai quand même dit batailler, on veut dire, les écoles me disaient, mais tu es sûr qu'on prononce comme ça? Et là, j'ai un tatouage Star Wars. Je lui disais, à ton avis, est-ce que je suis sûr? Oui, je suis sûr. Voilà. Donc, bon, après, elle me croyait sur parole, mais c'est vrai qu'il y a eu 2-3 moments où j'ai dit non, 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 on prononce comme ça, le nom de cette planète, c'est ça, le nom de cette race extraterrestre, c'est ça. Elle me dit, oui, je suis sûr, arrête, voilà. Donc, en gros, ouais, je pense que j'étais un peu tyrannique si j'étais un directeur artistique pour un projet qui me plaît. Donc, c'est pour ça que je préfère être comédien. Et puis, sur le résultat final, bah, c'est peut-être un peu égocentrique, mais c'est moi que j'ai envie d'entendre, c'est pas les autres. Bon, ça se comprend. Oui, je suis pas comédienne, je ne vais pas mettre de conférence. Justement, je vais te diriger, tu vois, nous, on l'approche. Et là, c'est trop tard. C'est un tyran, je suis un tyran. Et du coup, moi, je vais proposer un peu au public, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser, à lever la main, parce que c'est vrai que... La jeune fille, là-dedans. Voilà, avant, on faisait du doublage, de synchro, plusieurs comédiens en même temps. Maintenant, c'est très compliqué apparemment, c'est beaucoup plus rare de le faire. Est-ce que toi, tu as connu la synchro de plusieurs comédiens? Et est-ce que ça te gêne de faire de la synchro seul? Très bonne question. Oui, moi j'ai connu, comme ça fait 20 ans que j'en fais d'ailleurs, cette année, en mai, je vais fêter les 20 ans de doublage. Voilà, j'ai commencé en mai 2005, mai 2020. Bon, je ne vais pas faire de fête, mais c'est juste la petite date commémorative. J'avais doublé dans mon premier film, c'était La sorcière bien aimée avec Nicole Kidman. Et je faisais une voix, j'avais une toute petite voix, et c'est sorti en mai 2005. Bon, ça c'est pour l'anecdote. Oui, donc j'ai connu cette époque pour enregistrer à plusieurs. Depuis le Covid, ça a bien changé parce que bon, ils nous ont mis seuls, mais maintenant ça revient quand même. On n'est plus 4-5, ça dépend peut-être des directeurs artistiques. Certains vont nous faire passer tout seul, et certains vont nous faire passer à plusieurs. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Si tu es tout seul, par exemple, bah, ça va aller plus vite, parce qu'en fait, il n'y a que toi enregistré, et du coup, ça te permet d'accepter plus de projets. Ce que tu normalement tu devrais faire en une journée avec 5 comédiens, là tu vas le faire en 3 heures tout seul, 4. Donc ça permet. L'inconvénient, c'est que on a plus cet appui de jeu, ce partenaire de jeu, et c'est des fois quand on a un petit peu l'oreille du doublage, on écoute des projets, en fait, ça je le fais tout seul. Parce qu'on entend que ça se répond pas vraiment. Même des fois, il faut un peu faire peur. L'autre est déjà passé avant nous, donc on nous fait écouter ce qu'il a fait. Et si on est le premier à passer, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Et donc l'avantage, voilà, l'inconvénient d'être à plusieurs, c'est cool, c'est que ça prend plus de temps, tout simplement. Quand je faisais LCIS, Nouvelle-Orléans, on était 4-5 sur le plateau. Pour enregistrer 3 épisodes, à nous tous, ça nous prenait 2 jours. Alors que si j'étais une fois, j'ai été tout seul, ça m'a pris un peu moins d'une journée. Parce qu'il y a des scènes, t'as pas de temps. En fait, donc du coup, la directrice me dit, écoute, Adrien, il y a 5 scènes où tu n'es pas dedans, tu peux aller fumer une clope, prendre le soleil, boire un café. Voilà. Parce que quand tu es tout seul, ça trace. Mais tu finis plus tôt. Voilà. Et justement, en parlant de temps d'enregistrement, combien de temps à peu près ça prend pour faire, on va dire, une série ou un animé, comparé à un film ou même à un jeu vidéo? Voilà. En fait, tout dépend du lignage qu'il y a. C'est-à-dire qu'il y a des séries ou des animés où il y a beaucoup de personnes qui parlent beaucoup. Donc là, ça prend beaucoup de temps. Ça dépend aussi de la longueur de l'épisode. Il y a des séries où les épisodes font 10 minutes, d'autres qui font 30 minutes, d'autres 45, d'autres 1 heure. Donc ça dépend de la longueur de tout ça. Donc vraiment, c'est vraiment spécifique à chaque projet. Mais pour un truc lambda, on va dire une série d'épisodes classiques de 45 minutes avec un lignage classique, ni trop bavard, ni trop dépassé, ça prend à peu près, quand on est tout seul, un épisode, ça prend à peu près 3 heures. À peu près, un peu plus, un peu moins. Il y a aussi des scènes qui sont plus difficiles à doubler que d'autres.
Il peut y avoir des scènes d'émotion où le personnage pleure, où il se met dans des états, et là on travaille plus la scène. Si c'est des scènes, comme on dit vulgairement dans le métier, passe-moi le sel, bon ça en général on fait ça assez rapidement. Dynastie. Toi, en tant que comédien, qu'est-ce qui te fait le plus kiffer? Le doublage, le théâtre ou le cinéma? En tant que comédien, j'entends. Eh bien, en tant que comédien, tout simplement, moi ce qui me fait le plus kiffer, c'est le doublage. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le cinéma, j'aime le cinéma, j'adore le cinéma, mais moi j'aime la science-fiction, j'aime la pop culture. Et en France, en termes de cinéma, c'est absolument le néant total. Donc ça ne m'intéresse pas de jouer dans des films comme ça. Je peux regarder des films français, des comédies, des trucs comme ça ne me dérange pas du tout. Je ne boycotte pas du tout le cinéma français, j'aime beaucoup, il y a des trucs très cool. Mais ça m'intéresse, je ne prendrai pas mon pied à être là-dedans. Le théâtre, ça dépend quoi. Parce que le théâtre, malheureusement, c'est très mal rémunéré. Après, il y a des pièces géniales. Si on me propose un truc qui fait vraiment kiffer avec une troupe de copains et quelque chose de drôle, le théâtre comique, quoi, ça me fait marrer. J'en avais fait en école de théâtre. Ça serait cool. Je sais qu'il y a une dizaine d'années, on m'avait proposé une pièce, on s'était même pas payé, et c'était un truc où il fallait que je sois disponible pour les répétitions, et c'était quelque chose sur la dépression. J'ai eu un moment qui ça va aller, merci. Donc j'ai refusé. La personne m'a très mal pris d'ailleurs. Je lui ai dit écoute, t'es gentil parce que là en fait j'ai des studios à faire. Là ton projet n'est même pas payé et là il y a un truc qui s'appelle le loyer, voilà, les impôts. Il faut que je paye. Et le doublage, ce que j'adore, c'est que en tant que fan de cinéma, de pop culture, de science-fiction, c'est tout ce que je disais, ça me permet de m'en rapprocher le plus possible parce que faut être réaliste, je suis comédien, je suis français, je parle anglais bien, mais je sais très bien que je n'irai jamais tourner à Hollywood. J'ai pas l'énergie pour aller à Hollywood avec mon baluchon et frapper aux portes des agences de casting. Et j'en ai pas l'envie non plus. On m'appelle, je le fais, bien sûr, mais on ne m'appellera pas, il faut être réaliste. Donc ça me permet de m'en rapprocher le plus possible, de poser ma voix dans des univers, que ce soit des jeux vidéo, des films. Comme tu disais, j'adore les super-héros, j'ai doublé Adam Warlock dans Les Gardiens de la Galaxie 3. C'est génial. Et en plus, le soir, ça me permet de rentrer chez moi directement sans prendre l'avion. C'est sympa. Bon, c'est sympa, mais j'y vivrai pas. Voilà. Donc vraiment, moi, je m'éclate dans le doublage. Et en plus, petit avantage, les gens connaissent ma voix, mais ils ne connaissent pas mon visage. Donc, dans des milieux spécialisés, oui. Hier soir, ça m'est arrivé. J'étais dans un bar à Paris et le barman m'a reconnu ma voix. Mais ils ne connaissent pas mon visage. Donc, si je me tais, je peux faire mes courses tranquilles. Et puis, dans mon quartier à Paris, là où je vis, je pense pas que les gens aiment le doublage. Je n'ai jamais été embêté. Enfin, on ne m'embête pas, mais j'ai jamais été reconnu ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? L'officier impérial. Merci. Qu'est-ce que vous pensez de l'IA qui a un gros problème dans le doublage? Merci. La grande question. L'IA, c'est un problème dans beaucoup de secteurs. Ça ne menace pas que les comédiens, ça menace les auteurs, ça menace les traducteurs, ça menace même les studios eux-mêmes qui font du doublage. Parce que, sans rentrer dans le débat, moi je pense que l'IA, dans certains domaines, comme le domaine médical par exemple, une intelligence artificielle peut repérer un cancer, une maladie, bien avant un docteur. Et là c'est très utile. Quand ça peut sauver des vies, il ne faut pas hésiter. Par contre, si c'est pour remplacer quelque chose qu'un humain peut faire sans problème, que ça ne met personne en danger, et qu'en plus, si c'est pour remplacer la culture, parce que ce soit le doublage, plein de choses, le dessin, l'écriture, quelque chose qui, c'est de l'art, ça vient de notre cœur, les écrivains mettent leur cœur, les dessinateurs mettent leur cœur, les comédiens mettent leur cœur dans ce qu'ils font. L'intelligence artificielle n'a pas de cœur. Donc, là, je trouve que ça n'a rien à faire, dans tout ce qui touche à l'artistique. C'est rigolo, dans le sens où, bon, quand on ne sait pas dessiner, moi-même je ne sais pas dessiner. Ça m'est déjà arrivé d'utiliser une IA pour. Je fais beaucoup de jeux de rôle, et une fois on a fait un jeu de rôle d'ailleurs, je jouais à un elfe, j'ai voulu, je ne sais pas dessiner, donc je suis allé sur Midjourney, j'ai tapé les caractéristiques de mon elfe, il m'a fait un truc très sympa. Mais quitte à choisir, je préférais avoir un dessinateur, j'ai un ami qui est dessinateur, et
lui, il nous dessine nos personnages. Alors ça prend évidemment, ça prend du temps, parce que c'est l'humain. Donc l'IA peut être utile dans certains domaines, où l'humain a des limites. Par contre, quand c'est dans l'artistique, je trouve que l'IA n'a absolument rien à faire dans l'artistique. Après, c'est des gens, ça peut d'ailleurs des gens sans scrupules, qui préfèrent penser au rendement en se disant, voilà, j'appuie sur un bouton, j'ai toute une version française, on se fiche si elle n'est pas bonne, au moins elle est doublée. Voilà. Mais heureusement, il y a des gens comme vous qui supportaient notre travail, qui signaient les pétitions. Si vous n'étiez pas là, je pense que je ne serais même pas sur cette scène en fait. Voilà. Merci. Du coup, moi je vais rebondir sur l'IA parce qu'il y a eu un petit scandale, je ne sais pas si tu es au courant, par rapport à un gros jeu vidéo. Bon, je peux lancer le nom, hein, c'est Apex Legends. Oh, et bien le studio d'Apex qui produit du coup Apex Legends, parce qu'on a du coup beaucoup d'amis comédiens et comédiennes qui sont dessus, ils ont reçu, donc ils ont fait des voix, ils ont fait des rajouts de voix, un batch, et ils ont su sur leur contrat, ils ont lu leur contrat, comme quoi, avant même d'enregistrer, ils devaient céder en fait plus ou moins leur voix pour éviter de faire des retakes. Les retakes, c'est revenir en studio pour réenregistrer. Et du coup, tous les comédiens ont fait une version, ils ont fait une coalition, ils ont refusé de signer le contrat, donc ils ne sont pas allés enregistrer, et ils ont fait une demande au studio en disant c'est quoi ce bordel. Jusqu'à présent, je sais plus que c'est. Mais du coup, ils n'ont pas une nouvelle et ils ne savent pas s'ils vont rester pour la suite des phrases du jeu vidéo aussi à partir de maintenant. Ça sera une voix IA. Et du coup, moi la question c'est est-ce que déjà toi ça t'est arrivé de refuser de signer un contrat parce qu'il y avait cette mention par exemple sur un projet qui tient à cœur, parce que je sais que pour beaucoup le jeu, ils aiment beaucoup le jeu, c'est des voix depuis très longtemps. Est-ce que toi tu as déjà eu à refuser de signer un contrat? Et si ça devait t'arriver, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que tu penses le seul ou est-ce qu'il y aurait aussi une coalition? Alors, moi ça m'est jamais arrivé de refuser de signer un contrat parce qu'il y avait cette clause. Justement, depuis l'histoire de l'IA, avant de signer les contrats, on ne regardait pas. Maintenant on fait attention, on regarde les clauses. Voilà. J'étais pas au courant de cette histoire d'Apex Legends. En plus, je trouve ça scandaleux parce que le secteur du jeu vidéo est un secteur qui rapporte énormément d'argent, beaucoup plus que le secteur du cinéma américain. Et ils trouvent le moyen de faire des économies de bout de chandelle sur des jeux vidéo. En plus, quand on fait un jeu vidéo où il y a des suites, des DLC, vous savez, des suites, des rajouts, voilà. Donc on fait un jeu vidéo et pour ceux qui ne savent pas, on rajoute des missions qui sont téléchargeables. Donc on enregistre le jeu vidéo et après on rappelle les comédiens pour faire ces missions qui vont être rajoutées. Comme ça arrive sur les jeux comme World of Warcraft ou les jeux qui durent sur la durée, sur la longueur. C'est pas énormément de travail sur un. Donc on n'est pas énormément payé sur un rajout. Donc je ne vois pas pourquoi le studio déciderait de faire une économie en mettant des IA alors que en plus le travail sera mal fait. C'est absolument scandaleux. Ce serait un secteur où ils n'ont pas d'argent, on dirait encore, on peut comprendre, mais là c'est pas le cas. Le secteur du jeu vidéo américain rapporte énormément. Quand on voit le prix de certains jeux qui sortent à 70-80 euros, et qu'après on nous sort des choses comme ça, c'est pas tolérable. Mais du coup, en parlant de prix, des différences de prix, on va parler un peu des Star Talents. Pour ceux qui ne savent pas, les Star Talents, c'est des gens qui ne sont pas forcément comédiens, qui sont invités par les studios de production à faire une voix. Donc on va parler de grands stars, il peut y avoir au cinéma, des sportifs, des footballeurs, des youtubeurs, qui vont faire une petite voix, qui vont faire la hey, salut, ou faire d'autres choses. Et il y a eu un petit scandale par le jeu vidéo Assassin's Creed, le dernier, où il y a eu un youtubeur influenceur qui a fait un travail catastrophique, qui a été limité sur les réseaux sociaux et il s'est fait un peu lyncher. Toi, qu'est-ce que tu en penses de Star Talents? Est-ce que c'est une bonne chose en termes de marketing ou il faut totalement laisser tomber? Alors, pour moi, il y a deux types de Star Talents. Il y a les comédiens, par exemple, ceux qu'on voit au cinéma, les comédiens français comme François-Xavier de Maison, comme ce que vous pouvez entendre sur Ralph, qui est excellent. Il y a Alain Chabat, qu'on entend dans Shrek, qui est génial. Ça, c'est des comédiens. Ils sont peut-être pas toujours au début de la technique, mais ils ont le jeu. Après, il y a les sportifs. Il
les youtubeurs, les footballeurs, etc. Pour moi, ils n'ont absolument rien à faire sur ce. Est-ce que moi, je vais aller sur un terrain de foot et jouer avec un ballon? Non. Voilà. En plus, ces gens-là sont payés des sommes astronomiques pour dire 3 phrases. Après, c'est une décision du client, que ce soit, j'en sais rien, n'importe quel client, voilà, les sociétés, les managers américaines qui disent le Star Talent va faire de la pub pour mon œuvre. Et ils n'ont pas besoin de ça. Donc, que ce soit un Star Talent comédien qui double, mais il n'y a pas de problème, parce que des fois, il y a des très belles choses, mais que ce soit un sportif, un influenceur ou une célébrité quelconque, bah non, en fait. Pourquoi? En plus, la plupart du temps, c'est mauvais. Et je vais mettre une anecdote, je ne dirai pas qui ni quoi que ce soit, mais une fois j'ai doublé dans un dessin animé et la directrice artistique m'a dit qu'elle avait dirigé un Star Talent. Elle m'a dit, bah, tu vois, toi, tu as fait 30 lignes, tu les as fait en 1 heure, j'avais un Star Talent, il en avait 20, on a pris toute la journée.